Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Alors aujourd'hui je ne suis pas seul, parce que je suis en compagnie de l'inévitable Anto. Salut Hippo, salut à tous. Et donc aujourd'hui on se retrouve évidemment pour parler de cette deuxième semaine de la Volta, qui s'est finie aujourd'hui, et puis on commencera à parler de la troisième semaine, et enfin on parlera voilà, des actualités de la semaine, puisqu'il s'en est passé des choses durant cette semaine de cyclisme. Du coup pour commencer, voilà, la deuxième semaine vient de se terminer. Sepka c'est toujours en rouge. Les Jumbo font 1, 2 et 3 au général. Anto, c'est quoi tes 3 points que tu retiens de cette semaine? Du coup, moi, mes 3 points, mon premier point, c'est évidemment Remco, qu'on a vu craquer malheureusement sur l'étape du Tourmalet, qui a perdu plus de 25 minutes, il me semble, et qui donc a perdu toute chance de bien figurer au classement général, mais qu'on a vu direct le lendemain rebondir sur l'étape 14 et sur l'étape 15 également, où il est pas loin de gagner l'étape aussi. Donc voilà, mon deuxième point, c'est Chen Utebrooks, l'autre Belge, qui a été impressionnant sur les pentes du Tourmalet, mais il est impressionnant depuis le départ de cette Volta. Et on a l'impression que les jours passent et il a toujours pas de mauvais jours, il est toujours là avec les meilleurs et il est 9e du classement général. Donc toujours dans le match pour aller chercher un bon classement général et je pense que le top 10 est largement envisageable. Et mon troisième point, c'est toujours la débâcle Ineos qui ne se relève pas. Alors Ghana a gagné le chrono, finalement au plan comptable, ça peut paraître un peu mieux, mais malheureusement on a vu Geraint Thomas qui était extrêmement limité sur l'étape que gagne Rezo Serrada et où Grégoire fait deuxième. Et sinon, il y a personne chez Ineos, quoi. Donc très 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 décevant du côté de l'équipe Ineos Grenadier, surtout quand on connaît leur budget. Et Et toi, Ivo, c'est quoi? juste avant de dire les miens, faudra noter un truc quand même. C'est que Sian, je vais pas prononcer son nom parce que j'y arrive pas, Oui, euh, Brooks. il a des problèmes au fessier. Et on l'a vu aujourd'hui être Ah, légèrement en difficulté quand c'était vraiment dur. Et donc j'ai un peu peur ouais. pour cette fin de Volta parce que il dit que c'est de pire en pire et qu'il a vraiment un mal. Donc à Tu peux pas surveiller. mettre de la crème? Faut Bah, mettre un peu de crème et ouais, ça, mais ça repart. je pense que ça a été essayé, heureusement. Ouais, Euh, mais c'est impressionnant parce qu'il est quand même pas loin de Vlasov. Il est juste derrière lui au classement général, quoi. oui, mais Vlasov Ouais. est pas exceptionnel, je trouve. Mhm. Ouais. Bah, en tout cas, j'espère pour lui que ça va pas gâcher ses chances de général. Bah moi, du coup, je voulais parler de deux points qui sont dans la même équipe. C'est tout d'abord Lenny Martinez, du coup le jeune espoir français qui a vécu une semaine compliquée, vu qu'il voilà, il a totalement explosé au classement général. On a appris aujourd'hui qu'apparemment il serait malade depuis quelques jours, ce qui pourrait expliquer voilà, sa défaillance, et c'est un peu dommage parce que du coup on ne peut pas trop le situer, vu qu'il est malade, alors qu'on l'avait vu en première semaine très bon, et moi j'aurais bien aimé savoir en deuxième semaine est-ce qu'il aurait continué à accrocher les meilleurs, ou est-ce qu'il aurait finalement ressenti un peu le contre-coup de la deuxième semaine. Du coup moi j'espère qu'en troisième semaine ça ira un peu mieux, et qu'il pourra aller chercher une étape, quoi. Et Mhm. sinon, le point positif à la FDJ, c'est Storer, qui est vraiment incroyable sur cette Volta. Et moi, enfin, voilà, je suis désolé, mais comment est-ce qu'on peut laisser partir Storer chez Groupama FDJ, alors qu'en soi, t'as pas 60 000 pur grimpeurs pour épauler Godu. Aujourd'hui, il y a presque personne. Et quand tu vois la Volta qu'il fait, tu te dis que t'envoies ce mec sur le Tour de France, il est dans les 25 derniers mecs dans un col, quoi. Donc, pas très belle Volta de Storer, mais je trouve c'est un peu dommage de le laisser partir. Après, peut-être qu'aussi il est libéré du coup par le fait que ce soit son dernier grand tour. Mhm. Et enfin, ça va faire transition avec le débat, c'est la Jumbo. Ils s'amusent honnêtement. Aujourd'hui, il y a Vingegaard qui attaque, et puis derrière, c'est la Jumbo qui roule pour faire gagner Sepkus. Enfin, c'est du délire. Les mecs, ils choisissent qui ils veulent faire gagner, ils s'amusent entre eux, ils s'attaquent entre eux, et puis ils roulent les uns sur les autres. Enfin, ils sont sans concurrence. Les mecs vont sûrement faire un 2 3 du général, sans aucun problème. Voilà, moi ça me.
On en parlera dans le débat, mais bon, je trouve ça, voilà, c'est vraiment une supériorité. Ça dégoûte un peu, quoi. Y a plus de suspense, il y a plus rien. On pourra quand même noter le bon travail des UAE, qui essayent un peu de désorganiser la course, mais bon, ils sont bien en dessous, quoi. Ouais, bah en fait, du moment que où Remco a craqué au Tourmalet, il n'y a plus aucun suspense pour le vainqueur final. C'est un des trois et c'est quasi certain. Maintenant, à voir s'ils veulent que Sepkus gagne ou Moi, je pas. pense, bah, en tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était que Vingegaard est parti et Jumbo a roulé pour rattraper Vingegaard. Donc, je pense que oui, Ouais. aujourd'hui, c'est Sapkus qui est leader. Et je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais une équipe qui gagne trois grands tours avec trois coureurs différents, c'est Bah, assez humiliant, surtout quand c'est on sait jamais que arrivé. Sepkus, Déjà, surtout donc, trois grands tours pour une même équipe, c'est jamais arrivé. Donc, et hmm. trois coureurs Bah, différents. quand on sait que Sepkus a fait les trois grands tours, on se dit mais ses qualités de récupération sont dingues. Enfin, comment ça se fait que bah, n'importe quel coureur après avoir fait un deuxième grand tour déjà est souvent très cuit. Donc c'est c'est assez surprenant, c'est assez déconcertant, je pense que pour les autres équipes, quand on voit bah ouais UAE qui a un super collectif et que comme tu dis bah ils ont de quoi faire avec Ayuso, Solaire et c'est qui le dernier, c'est Almeida. Mais malheureusement, bah, ils sont deux, trois jambes en dessous. Donc Vingegaard qui attaque dans le Tourmalet, c'est là ça a été vraiment, c'est à partir de ce moment-là que on s'est dit que là ça devenait un peu le grand n'importe quoi quand Vingegaard l'emporte, bah que c'est qu'à 20 secondes et puis finalement bah Roglic qui était resté un peu à surveiller les autres, on a l'impression que c'était un peu le chef de troupe et qui dit ah bon allez j'en ai marre de rester avec vous, je me casse. C'est bon, ça nous laisse un peu sans mots. Ouais, et du coup, toi, tu les vois faire un 2 trois. On peut avancer sur la troisième semaine. Tu penses qu'ils feront un 2 trois ou alors tu penses peut-être que, je sais pas, Bon, Vingegaard va craquer ou alors qu'un un Yuzo va renverser une ou deux places. Vingegaard quand je le vois gagner au Tourmalet, je me dis comment il peut craquer, tu vois. Il est au-dessus de tout le monde. C'est compliqué, ils vont jouer sur leur collectif. Alors est-ce que s'il y a un gars qui se sacrifie peut-être, voilà. Et alors, ouais, Ayuso, même Enric Mas qui est jamais très loin. Faut les surveiller les deux, mais sinon oui, 1, 2, 3 et moi je vois. Allez, je vais peut-être qu'ils vont la jouer avec Sepkus, mais moi je vois quand même Roglic. Je reste sur ce que j'avais dit la semaine dernière. Je le vois quand même gagner la Vuelta parce que j'ose espérer que s'il y a un peu de spectacle, peut-être que Sepkus va un peu craquer si Enric Mas et Ayuso mettent en difficulté, mais ils mettront pas en difficulté Roglic. Et peut-être par contre Sepkus. Ah, moi, Donc moi je dirais un Roglic, allez, deux Sepkus, trois Vingegaard. j'ai Et toi? presque l'impression que c'est le plus fort, hein, Roglic. Enfin, Kios, pardon. Sepkus? Il est vraiment incroyable. Enfin, son attaque dans le Tourmalet, là, le mec, il a fait un sprint, quoi. Enfin, c'est de la folie. Et je sais pas, moi, je le vois pas craquer du tout. Et puis, enfin, derrière, ça a l'air un peu résigné aussi, même si ça sont des trucs. Mm. Mas, il tente pas grand chose. Mais Il en fait, reste qu'il y a Yuzo, mais bon. ce qui est dommage, c'est que les écarts sont pas non plus immenses, mais en fait, c'est qu'ils sont pas immenses parce que au final, ça se regarde un peu. En fait, c'est Jumbo qui fait la loi. Si Ayuso veut sortir, t'as trois mecs qui vont te mettre sur lui, ils vont l'encercler et c'est fini, quoi. Donc tu peux rien tenter avec trois leaders comme ça, quoi. C'est, je vois pas dans quel monde ils gagnent pas cette Volta. Mais par contre, ce qui est à souligner aussi, c'est que bah, les Espagnols marchent bien sur cette Volta. Ayuso quatrième, Enric Mas cinquième, Marc Soler, pardon, on n'est pas au PSG, sixième et Mikel Landa septième. Donc et puis Landa était vraiment bien, lui qui avait eu du mal à commencer cette Volta. Il, il est pas mal, donc non après faut espérer qu'on va se régaler un petit peu aussi sur les échappées. On a des Français qui ont de quoi marcher encore. Bardet qui a fait une super étape hier avec Remco et d'ailleurs la classe immense de Remco. Je l'ai pas souligné dans mon point, mais qui est allé à la fin de l'étape voir Romain, lui donner son maillot de champion de Belgique et le trophée de vainqueur d'étape. Donc c'est la classe absolue de ce coureur qui va sait rebondir et
Et voilà, peut-être que ces détracteurs vont voir aussi un coureur un peu plus humain qui a des jours sans, lui, et qui est pas un robot, quoi. Ouais, effectivement, bah, du coup, on voit tous les deux Jumbo écraser cette Vuelta. Et du coup, ça nous amène sur le débat. Est-ce que c'est aujourd'hui la meilleure équipe de l'histoire? Hum, je pense. Enfin, voilà, après, il y a eu des grosses équipes, en tout cas sur les grands tours dans l'histoire. Il y a eu la Sky qui écrasait tout, mais la Sky c'était quand même, c'était pas trois coureurs. On a eu Froome et Bradley Wiggins qui étaient assez forts, mais sinon c'était souvent bah, Froome, une seule figure qui allait gagner le grand tour. Là, j'ai jamais vu ça, trois leaders comme ça, une équipe qui gagne absolument partout. On voit là autour de Grande-Bretagne, on en parlera dans les actualités de la semaine, bah, avec Olaf Koy, Wout van Aert qui finalement bah, est celui qui fait la moins bonne saison, alors que bah, c'est Wout van Aert et que enfin, il y a plusieurs questions qui se posent. Comment c'est possible qu'il y ait un tel écart entre cette équipe et les autres? En fait, je pense que pour moi, si c'est la meilleure équipe de l'histoire, c'est la meilleure équipe de l'histoire parce qu'elle a tellement un écart avec les équipes qui sont là dans sa génération que ça fait que bah, n'importe quel coureur peut gagner dans cette équipe, quoi. Laporte a gagné, alors que bah, chez Cofidis, il gagnait bien moins. Donc, c'est pas une seule domination comme l'était la Sky ou d'autres équipes avant sur les grands tours. Non, là, c'est une domination sur les classiques, sur les grands tours, sur les Flandriennes, les Ardennaises, surtout quoi. Donc voilà. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ouais, bah moi je suis totalement d'accord. Et oui, pour moi ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis avec l'écart entre les autres équipes. Après, aussi nous on n'a pas connu. Je pense que peut-être dans les années 70 ou 80, il y avait sûrement des équipes très Hmm. dominantes aussi. L'US Postal à une époque, mais je pense quand même que c'était moins fort que là. Après, du coup, Oui, si puis, pour qu'il y ait un mini débat, on peut noter quand même que la Jumbo ça gagne pas beaucoup de monuments quand même. Au final, je crois qu'ils en ont deux. Et hmm. quand tu vois une équipe comme, du coup, comme Sky, enfin, si on prend Sky Ineos, ils sont à 3 je crois. Ouais, ils Ouais. sont à 3 monuments. Donc, pour le moment, la Jumbo domine tout, sauf les monuments. Mais si l'année prochaine, ils se mettent à gagner aussi les monuments avec Van Aert, enfin, ils vont tout gagner dans une saison, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, certes, ils gagnent pas les monuments, mais c'est peut-être aussi, oui, comme tu dis, que Van Aert fait aussi une moins bonne saison. Donc, quand on voit en plus bah, leurs recrues là qu'ils font pour l'année prochaine, ils recrutent Matteo Jorgensen qui est, je pense, un plus et qui est au moins du niveau d'un Sepkus. À mon avis, on se demande qu'est-ce qui peut les arrêter. Ils ont des coureurs qui sont bons partout, des bons sprinters bah, avec Olaf Koy qui ont réussi à prolonger, lui qu'on pouvait voir peut-être aller chez Groupama FDJ. Donc voilà, Jumbo-Visma sur l'année 2023 et l'année n'est pas encore finie et loin d'être finie, bah, c'est 59 victoires. Donc rien que ça, tu te dis ils peuvent aller chercher les 60 facilement et ensuite amener jusqu'à où, je sais pas combien on irait de course, Ouais, c'est mais ça. ça, Et surtout, c'est un des plus gros budgets du peloton, donc ça va c'est le plus gros continuer. budget. Ouais. Euh, Mm. donc, bah, pour moi, oui, c'est déjà la meilleure équipe de l'histoire du cyclisme. Après, en termes de palmarès, il y a des équipes qui ont plus gagné. La Sky, en soi, je pense, a un plus gros palmarès que la Jumbo. Mm. Honnêtement, là, dans les 2 3 4 ans qui arrivent, s'ils continuent sur le même rythme, je vois pas pourquoi ils continueraient pas sur ce rythme. Il y aura pas photo. Ouais, mais ce qui est un peu, j'étais assez content en première semaine de leur manière de courir où ils essaient de faire un peu du spectacle et c'est sûr que bah, du coup c'est peut-être plus agréable quand même à suivre et c'est pour ça qu'il y a moins de détracteurs que l'époque que Sky pour eux où bah, ils font pas le train-train, en tout cas moins le train-train que le faisait la Sky. Mais c'est concernant l'équité sportive, on en parlera après, on peut même en parler de suite.
Bah ouais, des propos de, ouais, de Jérôme Pinot, on peut les inclure au débat, ouais, ouais, clairement. qui nous parle, encore une fois, enfin, alors, Jérôme Pinot, il faut vraiment scinder le cas BNB, où là, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé et on cautionne absolument pas, mais également son avis sur le vélo et ce qu'il dit comme en parlait Marc Madio, c'est le budget de Cap. Il demande une clarté sur les budgets. C'est pas normal que Jumbo puisse recruter avec, enfin, à mon avis, les salaires, aucune équipe sur le marché peut rivaliser. Et ça donne, ça met notre sport en danger, tout simplement. Parce que, à un moment, si tous les coureurs veulent aller que dans une équipe, ça va centrer les victoires seulement sur une seule équipe ou deux. Parce que UAE, certes, gagne moins, mais UAE déjà a un énorme budget. Donc, je sais pas quelle est la bonne solution. C'est sûr que pour moi, le budget de cap, ça serait très intéressant. Ça fait polémique parce qu'en fait, je comprends pas cette lobby de se dire, ah non, mais faut trouver ça formidable. Je trouve, enfin, comment on peut apprécier semaine après semaine que ça soit une seule même équipe qui écrase tout. Je sais pas. Et comment elle fait surtout aussi pour être au-dessus comme ça de tout le monde, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Voilà. Exactement. Bah, du coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que la Jumbo est la meilleure équipe. Et sinon, bah, nous donner des exemples d'autres équipes, parce que moi, je pense qu'il y a des équipes dans les anciennes années qu'on connaît pas forcément, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Et Hmm. du coup, je pense qu'on va pouvoir passer aux news. On a commencé à parler du coup de Jérôme Pino, je pense que c'est pas utile de revenir dessus. Hmm. Euh, et donc en ce moment, il y a les classiques canadiennes, donc à l'heure où on tourne, c'est quoi? C'est le GP de Montréal, Ouais. qui est pas encore fini. Mais on a quand même vu la victoire de Deli, du coup samedi, sur un énorme Hmm. sprint. Ouais, Arnaud Delis qui plutôt déjà sa première victoire en World Tour, donc enfin qui réalise une saison exceptionnelle cette année et qui confirme que pardon, son équipe Lotto a bien fait de le prolonger, donc bravo à lui. Et puis il a vraiment, je trouve, passé un cap cette année. Et quand on voit qu'il bat quand même des Michael Matthews, des Aramburu, des Laporte, bon Laporte fait pas un très bon sprint, mais à la Philippe est dans le top 10, il est quand même sacrément impressionnant. Il arrive de mieux en mieux à se placer, je trouve, et c'était son grand défaut en début de saison. Donc bravo à lui. Et là du coup, vous, au moment où vous verrez la vidéo, vous aurez sûrement vu la victoire sur le Grand Prix de Montréal. Mais on espère une belle performance. On a de belles cartes avec la Philippe, Cosnefroy côté français, Madouas. Madras, ouais. Donc on espère que ça va bien se passer pour les Français. Et en parlant de sprinter, d'ailleurs, ça fait aussi lien avec la Jumbo. Du coup, c'est Olaf Hmm. Koy, voilà, qui a écrasé le Tour de Grande-Bretagne. Je sais pas, je crois qu'il a Ouais. 6 victoires sur 6 sprints, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y en a Hmm. une que Van Aert gagne, mais je sais pas. J'ai plus la stat en tête, mais en tout cas, il a totalement dominé les sprints, quoi. Ouais. Olaf Koy qui, alors lui, on pouvait s'y attendre qu'il allait performer comme ça. Il fait une saison magnifique. Et puis il avait aussi la chance d'avoir un poisson pilote assez exceptionnel qui était Van Aert. Donc il faisait souvent un et 2 sur le Tour de Grande-Bretagne. Il y avait quand même des Sam Bennett, des Ethan Vernon. Enfin, il y avait quand même quelques sprinters qui étaient pas si mauvais. Donc il gagne les 4 premières étapes. Donc c'est assez fort de sa part. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'il fait partie des meilleurs sprinters du monde, selon toi? Bah, pour Au moins moi, dans le top 3. Il est dans le top 3, tu penses? ouah, bah oui, largement. Le problème, c'est que on l'a vu qu'il a pas fait de grand tour, on a un peu du mal à le juger aussi. Hmm. Et même, il a pas fait beaucoup de courses World Tour, je trouve. Ouais, Mais pour oui, ça. pour moi, il est top 3. Enfin, de toute façon, c'est simple, il y a Philipsen en 1. Et puis derrière, t'as un peu une masse avec pas mal de coureurs à peu près du même niveau.
Mais Coy, c'est peut-être un mec qui est peut-être un peu au-dessus, je le mettrais bien deuxième sur la fin de saison. Je pense que ça va être le Hmm. deuxième ou le troisième meilleur sprinter du monde. Ouais, après, ce que j'ai du mal avec lui, c'est ouais, comme tu dis, il a gagné au Tour de Pologne en World Tour, il gagne à Paris-Nice aussi, mais il est jamais là. On l'a très peu vu face à Jasper Philipsen, on l'a peu vu face à Merlier, et quand il était face à Merlier, c'était souvent un peu du 50-50. Moi, je mettrais quand même Tim Merlier sur l'ensemble de sa saison. Il a encore gagné le Grand Prix des Fourmis aujourd'hui, une manche de Coupe de France. Donc moi je mettrais Merlier deuxième, bah, Jasper Philipsen évidemment premier, et puis après, ouais, je trouve que entre Olaf Koy, Jakobsen, qui y a d'autres, bah, Groenewegen, mais je trouve qu'il fait pas une très bonne saison, je suis un peu déçu. Pedersen, Pedersen, bon, sur des sprints massifs, bah moi je il est pense quand qu'il a... même, encore, sur du plat, il est quand même assez en dessous des Jakobsen, des Philipsen et tout, non? Ouais, c'est vrai que sur un sprint plat, il aura sûrement plus de mal que les autres sprinters. Mais ouais, pour moi, Olaf Koy, aujourd'hui, c'est un des meilleurs sprinters du monde. Et c'est là aussi qu'on voit que Jumbo, c'est une équipe énorme, parce que le mec a fait zéro grand tour quand même. Enfin, dans Ouais. n'importe quelle équipe, le Mm. mec, il aurait fait le Tour de France en tant que leader, quoi, limite. Et Mais là, à mon, il fait même pas de grand tour. À mon avis, s'il a prolongé, c'est que Jumbo a dû lui dire que tu feras Ouais, un oui, des oui, trois grands oui, tours l'année prochaine. ça, c'est sûr. Sinon, il serait allé dans une autre équipe. Mais c'est sûr que ça aurait pu être une belle pioche pour la Groupama s'ils avaient réussi à l'avoir, parce que là, pour combler le départ d'Arnaud Démare, à mon avis, ils gagnaient largement au change. Mais d'ailleurs, on a vu, pour revenir à Arnaud Démare, on a vu aujourd'hui Arnaud Démare qui était derrière Paul Pénoët. Donc, j'ai vu sur Twitter, là, tout le monde a fait. Ça y est, ça partait déjà sur des débats Pénoët meilleur que Démare. Ouais, après, Euh, c'était quand même on connaît Twitter, hein. c'était un profil qui avantageait plus le profil de Penouet que Neymar. Ouais, Et puis en vrai, Neymar doit quand même s'habituer à son train oui, et tout et faire sa reprise. reprendre du rythme aussi. Ouais, exactement. Euh, Donc voilà. voilà. Alors on va parler voilà, d'une retraite. C'est celle d'une immense coureur, Van Vleuten, qui a donc pris sa retraite aujourd'hui à la fin du. Alors c'est du CIMAC Lady Tour, je sais pas si je le prononce bien. Euh, Ça. et donc bon, enfin moi j'ai pas inventé une vie, je suis pas le plus grand suiveur de vélo féminin, mais je sais quand même voilà que c'est quelqu'un. Elle a gagné le Tour de France l'an dernier, c'était la championne du monde en titre aussi pendant cette année. Donc c'est une immense coureuse. Je sais pas où la placer du coup dans la hiérarchie, mais c'est une immense coureuse qui prend sa retraite là. Ouais, bah alors moi non plus, je suis pas un très grand connaisseur. Je suis quelques courses, mais on peut souligner aussi qu'elle a 104 victoires. Donc c'est assez énorme, hein, on va pas se mentir. Et puis surtout, bah, à 40 ans, elle était toujours au top. Et puis en plus, ce qui est marrant avec elle, c'est quand même, elle est devenue extrêmement forte sur la deuxième partie de sa carrière surtout. Donc ensuite, elle a réussi à tenir, oui, jusqu'à 40 ans comme elle a pu faire un Valverde. Donc pour moi, c'est l'une des plus grandes coureuses évidemment du monde. Et puis bah forcément, elle a aussi bénéficié du fait que pour les championnats du monde, sur les courses où elle était en sélection, elle était néerlandaise, donc Ouais, elle a été la figure de pourpre de la grande génération avec Van der Breggen, avec Marianne Vos. comme ça, Vollering maintenant, Marianne Vos également. Donc voilà, mais très très grande carrière pour Van Vleuten, et elle va beaucoup manquer au cyclisme féminin. En plus, elle avait gagné quand même le Giro et le Tour d'Espagne cette année, donc elle a juste pas gagné le Tour. Oui, Euh, donc, c'est- donc voilà, alors que pourtant, bah, selon certains, elle était moins forte cette année, mais elle a quand même un super palmarès cette saison. Et puis un palmarès incroyable sur toute sa carrière. ouais, effectivement. Et donc pour finir, on va parler un peu des Français. Donc déjà en VTT, donc Victor Kowalski qui s'impose à domicile au G. Moi, je suis pas le plus grand suiveur de VTT, mais toi, est-ce que tu as un peu plus suivi cette course? Ouais, bah, il a gagné les deux courses. Il a gagné le short track vendredi.
face à Jordan Sarrou. Donc le short track c'est un parcours plus court que la course le XCO, le cross country. Et aujourd'hui, ouais, il s'est imposé il avait à peu près 20 secondes d'avance et il a super bien tenu et ça fait plaisir pour lui qui était passé un peu à côté. On l'avait vu faire un bras d'honneur ou un doigt d'honneur, je sais plus, C'était un bras d'honneur, ouais, au, à au Pitcock. championnat du monde. Donc il était déçu parce qu'il avait malheureusement ouais, pas du coup bénéficié, mais il avait subi la nouvelle règle qui fait que si on a c'est au classement ou je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas il partait bien plus loin malheureusement et du coup bah, il avait eu du mal à remonter alors que là bah, aujourd'hui il a maîtrisé sa course et donc bah, il a fait le doublé au G en France. Donc voilà, donc c'est super pour le VTT français et on espère que il va bien se préparer pour les JO parce que bah, il sera évidemment attendu à Paris en 2024. Et chez les femmes, on peut noter aussi la troisième place de Pauline Ferrand-Prévot, voilà, qui paraît qui a l'air de bien revenir en forme aussi. Ouais, oui. Alors par contre, elle était malade, Ah, donc quelques jours avant, donc c'est incroyable bah, déjà qu'elle ait réussi à faire podium. Donc c'était vraiment un podium au courage, hein, un peu à l'arrache. Donc voilà, et puis surtout, elle a arboré en France son magnifique maillot de championne du monde, pardon, un de plus. Donc c'est super pour elle. Et je sais pas si cette année elle va faire le gravel, etc. comme l'année dernière. Mais en tout cas, oui, bah, Pauline, égale à elle-même, toujours au top. Et ça, c'est une immense championne, ouais. et puis on pourra parler d'une personne un peu plus vieille, mais qui ne reste pas moins compétitif, c'est Laurent Jalabert, euh, qui a, qui a remporté les championnats du monde d'Ironman de sa catégorie. Et alors, il était sorti plutôt loin à la nage, mais il a fumé tout le monde en cyclisme, et puis après En vélo, il a résisté sur la course à pied. Moi, ouais. Mm. je trouve ça fou à son âge, le mec, il aille encore faire des Ironman alors qu'il a déjà toute une carrière de sportif. Il pourrait se dire, bon, je m'arrête, voilà, je profite un peu de la vie, prendre un peu de poids, tu vois, comme on voit sur d'autres sportifs. Mais non, lui, il continue à être à un niveau exceptionnel. Ouais, non, c'est incroyable. Ah bah surtout que, comme tu dis, hein, il était dans la catégorie 55-59 ans, donc bah, il est plus tout jeune, Jaja. Mais bah, il a l'air de kiffer. Et, il y a Vinokourov aussi qui a gagné dans la catégorie. Il était un peu plus jeune, je crois que c'était les 50 ans. Donc on voit que les anciens pros de cyclisme sont toujours là et bah c'est sûr que je pense que quand t'as été coureur pro dans ta carrière, c'est un peu entre guillemets une drogue quoi, de faire du sport et il a fait une super partie vélo. Et il y a aussi sur sa Ironman, c'était les championnats du monde d'Ironman à Nice le français Sam Laidlaw, faut pas que j'égorge son nom, désolé, et qui a remporté l'Ironman à Nice, et apparemment c'est un sacré exploit parce que euh, c'est c'est pas commun qu'un Français perf comme ça, donc c'est apparemment un énorme exploit. Et du coup pour cette dernière petite actu des Français qui perfent en ce moment, je voulais qu'on parle d'un Français qui a 18 ans qui fait une saison extraordinaire avec les juniors et qui l'année prochaine va rejoindre la nouvelle Conti d'AG2R, c'est Léo Bizio, qui bah, a été champion du monde de cyclocross en début d'année avec les juniors et puis qui là bah, époustoufle par toutes ses victoires, notamment bah, du coup le Giro della Gugligna oui bon je vais pas le redire hein. C'est une super course par étape en Italie qu'avait remporté Lenny Martinez il y a 2 ans, qu'avait remporté Pogacar en 2016, donc assez incroyable sa perf. Et puis il a gagné le Grand Prix Rebliland, c'est aussi une course par étape euh, chez les juniors, donc c'est des grosses courses par étape chez les juniors et bah, il est toujours là pour gagner. Il a gagné un nombre de courses par étape cette année assez exceptionnel. Donc, bah, on espère qu'il va bien progresser et que bah, surtout l'année prochaine avec la Conti, on va le voir de plus en plus sur des courses espoirs et peut-être sur quelques courses où il y aura des Conti. Donc,
surveiller ce coureur parce que c'est que le début et quand on voit sa polyvalence, il est un peu bon partout. Ça peut être un des prochains monstres du cyclisme, mais évidemment. Ne lui mettons pas de pression comme ça a pu le faire avec d'autres coureurs français. Mais par là, je voulais surtout aussi souligner que bah, avec tous les coureurs français qui arrivent, Antoine Hubie, Alexis Faure-Prost, Léo Bizio, bah, on a Lenini, Grégoire, il y a une génération assez incroyable, Kylian Verschuren aussi, évidemment. Euh, donc franchement, le cyclisme français a de belles années, mais il faudra pas que tout ça soit gâché par une surdomination de la Jumbo. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un mec, je crois, qui vient, ou en tout cas qui fait aussi pas mal de cyclocross. Donc quand on voit, parce que les mecs qui sont sortis du cyclocross que ça donne sur la route, on peut que être, Qu'être rassuré. Bah, voilà, il que être est champion du optimiste. monde, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, il est champion du monde de cyclocross junior, donc ouais, il est assez incroyable, champion d'Europe aussi. Enfin, il a tout gagné chez les juniors, donc maintenant, bah, il va devoir confirmer ça avec les espoirs, et puis on va le suivre de très près. Bon bah voilà, je pense on a fait le tour de la question. Mm. Voilà, n'hésitez pas à nous, voilà, à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Allez vous abonner sur tous nos réseaux, donc ce sera dans la bio, TikTok, Insta, Twitter. Et vous abonner aussi au YouTube, hein, ça marche aussi. À laisser un like, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut les gouttes. Salut!